Les œuvres, quand elles se taisent et continuent pourtant de nous nourrir, sont faites d'une substance amoureuse. On y repense 20 ans plus tard, au détour d'une conversation, dans un dîner. On se souvient non pas des images et de l'histoire, mais des sensations qu'elles ont déposées en nous. Elles ont la force des rencontres, nous ont terrassés comme un premier baiser, inoubliable, parce que premier. Bonjour Léa Chauvel-Lévy. Bonjour. C'est exactement ce que vous nous donnez comme impression lorsqu'on ferme le livre. C'est une belle histoire d'amour, c'est comme un premier baiser. Et on garde, même si on ne se souvient pas de l'histoire, on garde ce moment que nous avons partagé avec vous dans ce livre. Alors, une demande folle, c'est la demande d'un père à sa fille de 28 ans. Il lui demande un test de paternité. C'est interdit en France, le test se déroulera en Suisse. Il aurait pu, écrivez-vous, il aurait pu, et c'était le plus douloureux, décider d'être mon père coûte que coûte, même s'il doutait d'être le géniteur. Mais l'homme est brutal, manque d'étrangler la fille. Mon père s'est affranchi de son milieu et nous l'a amplement dit. On ne peut pas se tenir complètement seul, un arbre originel dans le monde. J'avance l'esprit à reculons. Et voilà, le truc est posé. Ça tombe comme ça, Oui. la sentence. Alors, ce que je relève dans ce que vous avez lu de moi, et j'ai oublié déjà ces écrits, ils sont bien derrière moi, c'est qu'effectivement, il y a eu violence, mais il y a eu amour. Et Bien en fait, sûr. je parle de la façon dont on peut tout à fait se relever après des violences, après des traumas. Et la narratrice Anna se relève, c'est-à-dire que je parle souvent de ce livre comme quelqu'un qui tombe, mais qui se relève avec la force et la conviction que son père l'aime, quoi qu'il en soit. Alors, elle tombe de haut, parce qu'il y a son père qui manque de l'étrangler au début, il y a son ami avec lequel elle est depuis 7 ans qui se barre, sans rien dire. Absolument. Elle se retrouve Lénie s'en va. elle se retrouve dans une solitude complète, et petit à petit, elle va surnager et puis essayer de remonter. Oui, j'avais besoin de créer ce vide narratif. Effectivement, elle rentre chez elle après. Ça, c'est formidable. Hein. Ah oui, on sent le vide. Je décris un appartement qui est complètement vidé de toute présence humaine, avec juste une trace de présence humaine qui est une tasse de café qui est laissée là encore un peu chaude comme ça. Et, Même pas dans l'évier. Même pas dans l'évier, même pas débarrassée. Oui. Comme une dernière trace comme ça. Et c'est la fin de l'amour. Et puis, effectivement, l'héroïne va tomber. C'est-à-dire que s'il n'y a plus l'amour du père, s'il n'y a plus l'amour de Lénie, son compagnon, que reste-t-il ? Et finalement, elle est tout à fait conditionnée par l'amour, qui manque, qui fait défaut. Moi, je note que dans cette demande du père qui a besoin de savoir si sa fille lui appartient génétiquement, il y a quand même une première violence des mots. Un patriarcat très engrammé, pourrait-on dire. Et elle dit oui, sans réfléchir, sans doute pour soulager son père de son doute à lui, de sa souffrance à lui. Mais ce oui, ce test-là, pour elle, ça va finalement être un saut dans le doute existentiel, voire la folie. Alors Léa Chauvel-Lévy, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en jeu là pour Anna qui l'arrache autant à elle-même à ce moment-là ? C'est qu'elle perd, elle est déracinée, elle perd ses repères. Au sens complètement lacanien. Oui, absolument. Oui, vous écrivez vivre sans autre raison que de vivre, y étais-je prête vraiment ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a absolument plus rien. On reparle du vide, évidemment. Pour revenir à votre question, Myrna, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se sente aussi mal, aussi dévastée ? Elle se sent trahie par son père. Elle se sent surtout rendue à l'état de fonction. C'est-à-dire que c'est l'enfant d'un père présumé. C'est la première fois, c'est inédit. Et quand elle va en Suisse, elle se dit, mais finalement, m'aime-t-il pour me faire cette violence-là, qui est une violence psychique énorme. Émotionnelle. Absolument. Bien sûr. Et une fois qu'elle a fait ce test de paternité, c'est là qu'elle tombe physiquement dans la gare à Lausanne et elle ne sait plus comment elle s'appelle. Et puis, après, quand elle tombe en dépression, elle ne sait plus quel est son patronyme et elle signe d'une croix. D'une croix sur le formulaire. Exactement. D'autant qu'à la gare, il part avec une valise et il part seul dans son coin. Et elle ils ne ne sait rentrent pas ensemble. Absolument, elle ne sait pas où il va. C'est ça qui est terrible. Oui, on m'a souvent dit qu'on... Autre abandon. Oui, alors c'est le syndrome abandonnique, Ouais. clairement. Et c'est moi, en tant que romancière, j'avais envie de faire pleurer le lecteur à ce moment-là. Carrément, c'est Qu'elle bien. rentre De rendre seule compte en la France. détresse de l'enfant qui est abandonné une deuxième fois. Très réussi. Et d'ailleurs, cette demande folle est finalement très vulgaire parce que
il y a quelque chose d'un manque cruel d'absolu dans cette demande. C'est-à-dire que ce qui devrait tisser l'amour d'un parent pour son enfant, l'inconditionnel, est complètement balayé finalement. Oui, et surtout, il me semble qu'elle est exposée, Anna, la narratrice, à la sexualité de ses parents. Là réside la grande violence finalement de cette demande de test de paternité, qui est effectivement illégale en France, et je comprends pourquoi. Et on va Parce en que, parler. oui, on va en parler Oui. de cette dimension judiciaire, elle est exposée à ce qu'on appelle en psychanalyse la scène originelle. Et là, en l'occurrence, c'est même pas la scène originale, c'est-à-dire la scène où la conception a eu lieu, elle est pré-conceptionnelle. Et c'est ça qui est terrible et qui fait vaciller Anna, c'est que pourquoi il y a eu doute? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle est forcément face à la question de la fidélité de la mère. Je ne sais pas encore que ma mère, avant de tomber enceinte de moi, a eu une liaison, une affaire, une nuit dans un autre lit, une autre bouche, pas plus. Elle me le dira plus tard, pas plus. Oui, elle dit pas plus. Et il se trouve que, comme cette histoire est un peu mon histoire, il y a eu cette rencontre forcément avec ma mère, puisque c'est d'inspiration autobiographique. Et elle me disait, à juste titre, il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est quelque chose qui te précède. Et je pense que mon père aurait dû s'en tenir là. Et le père de la narratrice, qui est aussi mon père, même si c'est tout à fait romancé, même si ça reste un roman, et en rien une autofiction, on n'expose pas sa fille à ce qui ne la regarde pas, à savoir l'amour préconjugal, je dirais. Et le parent est une figure d'attachement. Donc forcément, l'enfant va dire oui. Même à un parent défaillant, d'ailleurs, c'est là un peu tout le drame. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que la position légale française par rapport à ces tests de confort, comme on les appelle, est vraiment très importante. Parce qu'en fait, elle va protéger la santé mentale et la stabilité de l'enfant. Parce qu'il est clair dans votre roman que finalement le confort dont il est question, c'est pas du tout le confort de l'enfant, c'est pas le confort d'Anna, c'est vraiment le confort de son père. Alors voulez-vous nous expliquer, Léa Chauvel-Lévy, ce que vous avez découvert de si particulier à la France pendant votre enquête? Oui. Alors cette question, elle est très importante parce que il me semble que en France, on a tendance à dire qu'on est plutôt en retard face aux pays frontaliers qui, eux, rendent absolument légaux les tests de paternité. Et très facile d'accès, par ailleurs. Très facile d'accès. Il y a une libéralisation des tests. Certains pays autorisent même les kits de prélèvement en pharmacie. Je vous cite, en France, environ 3500 tests sont réalisés sur décision judiciaire chaque année et environ 15 000 commandés illégalement sur Internet. Oui, et la douane, ça donne l'ampleur, bien sûr. Et la douane française est de plus en plus formée à repérer les kits de prélèvement. C'est-à-dire qu'ils sont saisis et c'est une amende énorme, c'est 37 000 €. Et il est absolument interdit de le faire en France. Pourquoi? Parce que ça relève en fait du droit de la propriété. Je reprends mes notes parce que c'est un peu technique. Moi, j'ai mené une enquête. J'ai vraiment rencontré avocats, juges aux affaires familiales. La question. Voilà, ce que j'ai appelé les alliés de raison de Anna, l'héroïne. Et donc, moi, j'ai rencontré des avocats, des juges aux affaires familiales. Et puis, je suis allée au tribunal judiciaire, à l'époque tribunal de grande instance. Et j'ai rencontré la vice-présidente qui m'a éclairée sur tout ça. Et donc, c'est assez technique. Je reprends mes notes. Et en fait, donc ça relève du droit de la propriété et on ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'enfant, de la personne et du corps. Et donc on ne fait pas, de la même façon qu'on ne fait pas de commerce du corps et pas de marchandisation du corps, on protège en France l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça relève de principes supraconstitutionnels, du droit fondamental. Et puis surtout, moi, je pense qu'il faut désinvestir le facteur génétique. Je pense que c'est extrêmement important de revenir à ce qui fait l'essence d'un père, à savoir les liens d'amour, pas les liens du sang, pas les gamètes, pas la génétique, pas la biologie, mais en revanche, l'héritage socioculturel qu'un père peut léguer à son enfant. D'ailleurs, vous rapportez les propos passionnants d'un sociologue qui parle de fiction du biologique. Absolument. Et donc, vous expliquez que la paternité, c'est une notion socioculturelle qui n'a pas grand-chose à voir avec la science. Oui, parce qu'un père, c'est absolument pas... je trouve ça trivial de réduire le... Si vous voulez, je suis très en colère contre le mot géniteur. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots parce que je crois que ce roman est un cri. Alors oui, je vous laisserai dire. C'est un cri. Oui, c'est un cri, c'est une colère contre une mécompréhension du rôle du père.
Alors, justement, dans votre livre, il y a vraiment 2 parties. Il y a cette partie où on a Anna qui qui est romancée. Et on a la deuxième partie qui est une enquête. Absolument. Vous allez même rencontrer une ancienne garde des Sceaux, je pensais à Elisabeth Guigou, Ah non. mais vous la nommez pas. Non, pour le coup, je ne l'ai pas rencontrée. Donc, Voilà. Et personne il y a une parole inventée. dans votre roman qui est une parole très forte en disant jamais, je m'opposerai toujours à cette interdiction. Enfin, je garderai cette interdiction pour le respect de l'enfant. Vous avez perdu C'est le la père. position de Christiane Taubira. Voilà, vous avez perdu le père, vous avez perdu les repères, et vous partez dans une enquête pour savoir ce qu'est un père. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est la résolution, on ne va pas tout spoiler, mais qui va se terminer dans une église. Oui, Parce qu'au bout d'un moment, on peut se poser la question de la paternité Voilà. quand il s'agit de Jésus. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que personne ne dirait que Joseph n'est pas son père. Et oui. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ce que j'ai découvert dans mon enquête, qui m'a permis d'y voir clair, c'est que le prêtre et le sociologue sont absolument d'accord sur la question de la paternité. Un père, c'est celui qui, parce qu'il n'enfante pas, parce qu'il ne porte pas l'enfant et qu'il ne veut pas accoucher, va l'adopter dans le choisi. Et alors, l'adopter, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais quand Edgar Morin en parle et quand le prêtre que j'ai rencontré m'en a parlé, ça faisait tout sens. C'est-à-dire qu'il y a un lien second qui s'établit et le père se choisit. Le père décide d'être père, même s'il n'a pas porté l'enfant. C'est vrai que Saint Joseph sait qu'il n'est pas géniteur, et lui va Absolument. choisir de prendre soin et de protéger et d'élever. Il aurait pu refuser et dire non, je ne suis pas géniteur, je ne suis donc pas père. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est très très riche, ce que ça ouvre une dimension philosophique, une dimension métaphysique, de protection, de transmission, et une nourriture dans l'assiette, mais surtout dans le cœur et dans le cerveau par rapport à l'enfant. Oui, et alors là, j'ai regardé il y a 2 jours Tarzan avec mon fils. Ça peut vous paraître complètement anecdotique, mais c'est cette histoire aussi. C'est-à-dire qu'on sait bien que les parents de Tarzan sont des humains, et il est élevé par un père gorille. Et son père, à la fin du dessin animé, lui dit « Mais tu es mon fils !» Et j'en ai eu évidemment les larmes aux yeux. Et je ne pouvais pas dire à ce petit être qui est mon fils « Regarde, c'est mon histoire !» Mais moi, j'aurais voulu, en fait, ces mots. J'aurais voulu, mais de toute façon, tu es ma fille. Quelque chose d'inconditionnel. Absolument. Alors, Léa Chevelle-Lévy, dans cette demande folle, une demande folle, c'est bien sûr celle du père qui demande à sa fille de faire un test de paternité, mais c'est aussi une demande et un cri d'amour. La demande folle, Oui. c'est la demande d'amour. Je ne suis qu'une fille qui attend les garçons, écrivez-vous. Au moment de la folle demande du père, le compagnon se barre sans dire un mot. Elle se console avec le voisin, Sacha, et puis Sacha ne répond pas. Mon père non plus, Lénie ne m'a jamais rappelé. Les hommes me quittent. Oui. Et on sent ce cri terrible de cette solitude incroyable. Et une demande folle, c'est aussi une demande d'amour. Nous ne sommes plus seuls dans ce temps à deux, justification de toute notre existence. Et alors seulement, nous pouvons commencer à vivre. Nous ne pouvons commencer à vivre que lorsque nous sommes deux. Oui, c'est magnifiquement dit. Bah c'est gentil, mais c'est un peu triste. C'est-à-dire que je pense que le fait de réduire la vie à une rencontre amoureuse est un peu, je dirais presque pauvre, en tout cas dommage. C'est-à-dire que je pense que l'amour, on peut se l'apporter à soi-même. Mais comme l'amour a fait un petit peu défaut, c'est-à-dire le lien immarcessible a fait un peu défaut, l'inconditionnalité a fait un peu défaut, elle va chercher, Anna, chez les hommes, à réparer. C'est-à-dire que Oui, c'est ça qui est amoureux, problématique. mais C'est pas tant la relation à l'autre. Absolument. C'est la relation à l'autre Absolument. pour se combler. Qui est finalement une relation un peu dysfonctionnelle. Tout à fait. Et toxique. Et voilà, ce qui a manqué, ce qui a fait défaut, elle le cherche ailleurs. Et je dis à un moment donné, ce sont des maçons du cœur, les hommes. Parce qu'elle les charge d'une notion qui est celle du sauveur, je dirais. Elle veut être sauvée par les hommes. Et là, je pense qu'elle se trompe. Parce que je pense qu'on se sauve toujours soi-même, il me semble. Mais justement, je trouve qu'Anna a une très belle évolution dans le roman parce qu'elle fait toute une découverte qui est profondément personnelle également. Probablement une évolution identitaire parce qu'elle s'aperçoit que son rapport aux hommes est faussé par son rapport au père, parce qu'elle sombre dans une dépression extrêmement sévère et qu'elle comprend que les dynamiques familiales assez violentes finalement ont des conséquences sur son corps, sur ses choix, sur son inconscient aussi. Et qu'elle dit sûrement oui, parce que sa mère n'a pas su dire non. Donc il y a également un rapport au langage que j'ai trouvé assez fascinant. Finalement, c'est en devenant elle, mère à son tour, qu'à la faveur d'une page de livre déchirée,
bam, le corps se souvient, elle est replongée dans toutes ces dynamiques, et c'est ce qui va lui permettre de s'en détacher et de devenir sujet elle-même. Oui, c'est très très juste. Je l'avais absolument pas analysé comme ça. Mais en fait, c'est aussi la mémoire du corps. Effectivement, le geste de l'enfant qui déchire la page du grand-père et qui fait ressurgir comme un volcan la colère et la brutalité du Elle père, reconnaît immédiatement, hein, qui Voilà. la sidère à nouveau. qui la sidère à nouveau, fait remonter à la surface des Ouais. sensations effectivement corporelles, des traumas. Mm. Et comment on guérit de ces traumas? Comment? Et elle perd pied à ce moment-là. Enfin, elle reperd pied, et l'histoire ne le dit pas. Mais c'est l'enquête qui va mettre du rationnel dans cette demande irrationnelle et qui va l'éloigner de la folie d'une certaine façon. C'est comment on sort de la folie, comment on sort d'un corps qui est meurtri, d'un corps qui se souvient, d'un corps qui sait qu'il a eu mal. Comment on va vers la lumière, comment on se reconstruit après Elle se ça. construit elle-même, finalement, au travers de cette enquête. Bien sûr. Alors, le père, on a parlé qu'il était un peu déraciné. Et alors là, on a une quête... Parce qu'il est transfuge. Voilà, on a une quête religieuse formidable, c'est-à-dire que le père était catholique et Absolument. très bon enfant de cœur, et il épouse la mère qui est juive, Absolument. et donc il devient juif lui-même. Et alors, c'est assez intéressant. Non, il ne devient Non, pas il devient juif. pas Non. juif. Non, vous allez loin. C'est Oui. c'est beau, hein, mais effectivement, il parle mieux yiddish que sa femme. Voilà. Mais il est juif de cœur, on pourrait dire. Oui, mais déraciné quelque part. Et on va retrouver la même chose dans le couple entre Anna et Lénie. Hélénie, oui. Pure illusion avais-je eu de penser que j'aurais pu les faire changer, les beaux-parents, c'est-à-dire le couple, les parents du Lénie. Ils ne m'aimaient pas, j'étais juive, ils étaient maurassiens, aristocrates, et vivaient sur des terres qui portaient leur nom à particules. Et plus loin, les familles déchirées se donnent de bonnes raisons pour se haïr, se sentent dans leur bon droit, légitimes dans leur dissolution. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un rapport de sorte Miroir. de parallèle, de miroir, de Oui. jeu de miroir entre l'histoire d'Anna avec ses beaux-parents maurassiens et l'histoire du père qui, lui, au contraire, va dans la judaïté. Mais c'est surtout la question de pas l'alliance des peuples ou des religions ou l'œcuménisme, mais c'est comment est-ce que la question que je pose, je crois, c'est est-ce qu'on peut aimer s'il y a une alliance de deux religions? Cette question, moi, m'a toujours habité parce qu'il se trouve que mon père est chrétien et que ma mère est juive. Et que et dans mon nom, Chauvel et Lévy, j'ai déjà cette alliance et cette espèce de Double religion, culture. de double identité. Et d'où le test de paternité, parce qu'on parle de la religion qui se transmet par la mère, Absolument. parce qu'on est sûr, à Oui, ce moment-là. la mère est certaine et le père toujours incertain. Et voilà. Absolument. Et c'est ce qui permet aussi à Anna de revenir, enfin de revisiter son histoire. Elle se dit, mais en fait, ma mère, elle m'a donné toutes ses névroses. Eh. Finalement, non mais c'est ça, ce livre, cette demande folle, c'est comment sortir des névroses des parents, comment sortir de leur sexualité, de leur folie, de leur irrationnel. Oui, encore si ce n'était que des névroses, c'est vrai, parce que effectivement, ça peut aller très très loin dans le cadre de cette demande folle. Mais j'irai pas jusqu'à la psychose, mais la question se pose quand même, quoi. Il me semble. Vous avez un style formidable. Oh, merci. Et parce que vous avez des fins de phrases qui sont toujours des petits bijoux, parce qu'on s'y attend pas, et parce que, hop, vous nous emmenez ailleurs. J'aime bien, par exemple, le revoir, sans rien faire, deux enfants qui n'ont pas les gestes, sur un lit simple dans une chambre qui ne sait encore rien de l'amour. Une chambre qui ne sait encore rien de l'amour. C'est très joli, Oui, ça. qui ignore tout. Oui, oui. J'aime bien parler des premières fois, moi. Je pense que j'aime beaucoup en amour, justement, l'amour adolescent. Je trouve que c'est prime sautier, c'est la naissance de quelque chose. Et je trouve qu'on se définit beaucoup par sa première histoire d'amour. Et alors, la demande folle s'insinue entre la narratrice et le sociologue. Alors oui,
c'est On quelque est chose dans... que je n'ai pas vécu, je tiens à le préciser. Non, mais justement, c'est là où la romancière est formidable. Oui, c'est donc effectivement l'enquête est romancée et elle rencontre un sociologue dont elle va tomber un petit peu amoureuse. En tout cas, elle est très très attirée par lui. Et lui, malheureusement, il est malade et elle ne le sait pas. Ouais. Il y a l'irruption de la maladie. Et je voulais aussi parler de cette dimension-là, en fait. Quelques semaines plus tôt, c'est-à-dire nous étions dans la vie. Car qu'est-ce Voilà. d'autre la séduction qu'une preuve de vie? Il y a même la promesse d'une autre vie dans cette danse-là. On s'embrasse, on se touche pour que l'univers s'emplisse. On peut bien faire semblant, tout ce qui compte sera une vie de plus. Je trouve ça C'est formidable. très beau. Oui, mais je pense que c'est un peu une mascarade quand même, l'amour. Enfin, c'est magnifique, moi j'adore ça et j'aime profondément. Mais je pense qu'on est quand même là pour sauver notre espèce et se reproduire. Donc on a enjolivé les choses, on a écrit des histoires, on est dans une tradition. Mais il me semble qu'on est là vraiment pour se sauver soi-même. Et cette question dans mon roman revient souvent. Qu'est-ce que la vie, en fait? Et donc c'est pour ça que l'irruption de la maladie, à un moment donné, était nécessaire, parce que je voulais parler des grands universaux, c'est-à-dire l'enfantement, la vie, la naissance, l'amour et la violence, évidemment, mais et surtout l'apparition de la maladie. C'est-à-dire que le sociologue, il joue cette fonction-là. Quand De la tout mort. s'éteint, de la mort. Quand tout s'éteint, que se passe-t-il? Et comment, là encore, on se relève de ça après le deuil, après la disparition. Et voilà, moi, je pense que c'est un livre aussi sur la religion. Qu'apporte la transcendance? Qu'apporte la transcendance? Alors il y a ce moment délicieux, toujours dans cette séduction avec le sociologue. Le silence est interminable et si bon. Il y a dedans 1000 ans de gêne entre les hommes et les femmes qui se plaisent. C'est une mascarade. C'est très joli. Myrna, vous voulez dire? Comment faire tomber ces masques, hein? Mm. Parce que il y a une scène qui est très très belle dans le roman qui m'a beaucoup touchée. La scène, on pourrait dire, de réunion des femmes. Mm. Anna, sa mère, ses sœurs. Mm. Et c'est le moment de la fin de la mascarade. Les masques tombent à ce moment-là. Hein. Pour la première fois, sans doute, des mots sont posés. Les sœurs prennent la défense d'Anna, qui, elle, comme toujours, défend sa mère, encore une fois. La protège, oui. Voilà. Donc c'est une scène qui est très très forte entre femmes. Oui, alors c'est la question des réunions en non-mixité, moi, m'intéresse. Est-ce que, parce qu'on parle souvent de safe place quand les femmes sont ensemble, et moi, c'est une question qui m'intéresse dans le féminisme, c'est est-ce qu'on est mieux entre femmes? Qu'est-ce que nous apporte finalement une parole entre femmes? Et il se trouve que cette scène, c'est que les femmes sont, je dirais, pas capables de dire non à la violence du patriarcat, des hommes, etc. Et qu'elles sont plus fortes ensemble. Je crois que j'avais envie de dire ça. Je n'y crois pas forcément à cette idée-là. Et je ne suis pas misandre et j'aime les hommes. Mais je pense qu'ensemble, on est quand même plus fortes. Bien sûr. Et puis on a besoin aussi de se conforter ensemble. Oui, même si moi, je ne suis pas communautariste. Donc, Non. mais je pense que le lien de sororité entre les femmes m'apporte quelque chose de très fort. Et à titre personnel, je fais partie d'un groupe de femmes. Ouais. Et c'est vrai que je me sens quand même plus en sécurité. Voilà. C'est peut-être triste à dire, mais... C'est un moment très beau, en tout cas, dans le roman. Ouais. Une certaine vérité est exprimée, Et peut-être pour la première ces fois. femmes qui disent non En à un sécurité seul ou en ordre. confort? Léa Cheval-Lévy, vous vous sentez en sécurité ou en confort? En sécurité. En sécurité. Bon. C'est terrible. Moi, j'ai peur de la violence des hommes, bien sûr. Ah oui. Oui, oui. Il faut dire que les hommes sont très violents dans votre roman Une demande folle, Léa Cheval-Lévy, parce que soit ils sont violents par leur absence, un amour déserté. J'aime bien cette expression. Un Violents amour dans leurs mots également. Hein. Ouais. dans leur absence, dans leurs mots, et aussi dans leurs gestes. Dans leur présence aussi. Et, Dans leur simple présence, dans Ouais. leurs gestes, vous avez tout à fait raison, vous trouvez les mots. Et effectivement, bon, au début, c'est quand même un étranglement, quoi. Il y a un étranglement, il y a une violence physique, c'est illégal, en fait. Cela relève du pénal. Et je pense que, moi, ce roman, c'est aussi pour faire exister une voix
de protection de l'enfance. Pour respirer Et en à même nouveau. temps, Ouais. Et en même Respirer temps, à nouveau, dire aux hommes, protéger l'enfant. et en même temps, dire aux hommes qu'ils peuvent choisir d'être pères. Absolument. Et ça, c'est la construction la plus importante dans cette demande folle. Vous me demandez de choisir d'être père, Léa Chauvel-Lévy. Et ça, c'est absolument merveilleux. c'est ma demande folle. Voilà, merci Myrna Hilou. Merci à vous. Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma. Et alors, je souhaite une bonne fête à tous les Robert. Et demain, c'est le Muguet. On y va ?